It is my pleasure to announce the second talk in French of the week by Olivier Wittenberg, and it's about approximation fine pour les points rationnels sur les corps de fonction. Thank you very much. Donc, merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation à parler ici, c'est un plaisir. Donc, je vais parler d'un travail en commun avec Olivier Benoît. Il va s'agir absolument d'étudier les points rationnels des variétés de Fano ou des variétés similaires, pas sur les corps de nombres, mais sur les corps de fonctions. Donc je vais arriver à ça, mais les motivations viennent pour nous de la géométrie réelle. Alors je vais commencer par expliquer ces motivations. En fait, je vais commencer par toute une partie où je vais poser des questions en général. Après, je vais essayer de donner quelques réponses. Donc, quelques questions. Alors, dans toute cette partie, X sera une variété projective lisse. Sur un corps F. Et on va supposer que la géométrie de X est assez simple, que X est rationnellement connexe. Donc c'est vraiment une hypothèse géométrique, je le souligne en écrivant X sur F bar, rationnellement connexe. Ce que j'abrégerai par RC. Donc je rappelle, ça signifie que sur tout corps algébriquement clos contenant F bar, deux points généraux peuvent être reliés par une courbe rationnelle. Donc, par exemple, si X est Fano, ou si X est géométriquement unirationnel, par exemple, si X est géométriquement rationnel. Voilà. Alors, dans ce cas, on peut s'intéresser au point rationnel de X, mais je vais commencer par des questions sur les courbes rationnelles contenues dans X. Alors, toutes les questions qu'on pose dépendent de la nature du corps F. Je commence par le cas où F, c'est des complexes. Alors, la question que je voudrais signaler, c'est la suivante, question 1. Qui est due à voisin. Alors, il y a une application classe de cycle qui va du groupe de Chow des 1 cycle. CH1 de X vers l'homologie H2 des lieux des points complexes. Application caractérisée par le fait que si je prends une courbe, la classe d'une courbe B qui est lisse, eh bien, ça l'envoie sur le lieu des points complexes de la courbe, vu comme sous-variété différenciable de X de C. Ça a une classe d'homologie, un coefficient dans Z, parce qu'on a des orientations canoniques sur B de C et X de C. Bien, alors la question c'est, est-ce que cette application est surjective? L'application classe de cycle, donc qu'on note classe sur C, cette application est-elle surjective? Alors, si X n'est pas rationnellement connexe, ce n'est pas vrai du tout en général. Il y a d'abord une contrainte sur l'image qui est donnée par la théorie de Hodge. Ici, il se trouve que pour X rationnellement connexe, la théorie de Hodge donne aucune contrainte.
même sans théorie de Hodge, sans contrainte venant de la théorie de Hodge, l'application n'est pas surjective en général. C'est ce qu'on appelle la conjecture de Hodge entière pour les 1 cycle. On connaît des contre-exemples. Mais pour les variétés rationnellement connexes, pour les 1 cycle, on peut espérer que la réponse est oui. Alors, c'est connu dans un certain nombre de cas. Donc, je voudrais signaler d'abord que c'est un invariant birationnel. Ensuite, c'est connu par exemple pour les variétés de dimension au plus 3. Oui, si dimension de x est au plus 3, du A voisin. Bon, c'est connu dans quelques autres cas. Et puis, je voudrais aussi signaler un énoncé qui est dû à Sioutian et Rundpuschon, qui est que si la réponse est oui, alors, en fait... Non, excusez-moi, il y a deux choses. D'une part, cette question... Oui, c'est ça, la réponse à cette question est un invariant birationnel. Ça. Et d'autre part, la réponse à la question est oui, en dimension au plus 3. Oui. Donc, un énoncé de Sioutian et Rundpuschon qui dit que si la réponse est oui pour une variété x, alors, en fait, il suffit même de prendre les courbes B qui sont rationnelles. Si oui, les courbes rationnelles suffisent. Alors. Voilà. Donc, autrement dit, si toute classe d'homologie est algébrique, vient d'une classe de 1 cycle, alors c'est combinaison linéaire de classes de courbes rationnelles. Bon, c'est un énoncé qui est en général très difficile. Ça dit si la variété est rationnellement connexe, c'est-à-dire si on peut trouver des courbes passant par des points donnés, alors on peut remplir l'homologie. Il n'y a pas de lien a priori entre les deux. Et je ne vais rien dire dessus aujourd'hui. Alors ensuite, si le corps F, c'est le corps des réels. Alors il y a un analogue de cette question. Donc d'abord, il y a un analogue de l'application classe de cycle, qui était défini par Borel et Effliger. Donc classe de cycle, je mets CLR, qui va de CH1 de x vers, cette fois-ci, l'homologie du lieu réel de la variété, H1 en bas, x de R. Coefficient, je mets z sur 2z. Et cette application est caractérisée par le fait que si je prends une courbe B, la classe d'une courbe B qui est lisse, elle est envoyée sur, eh bien, on regarde le lieu réel, B de R. Ça fait une sous-variété différenciable de x de R. Et bon, ben, il y a une classe dans l'homologie, coefficient z sur 2z. Donc ici, une petite différence, c'est qu'on a les coefficients z sur 2z au lieu de z. C'est parce qu'on ne peut pas faire mieux, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'orientation canonique, ou il n'y a peut-être même pas d'orientation du tout sur x de R. Et en tout cas, sur B de R, il n'y a pas de canonique. Donc on ne peut pas faire mieux que z sur 2z. Alors, donc Borel et Effliger ont démontré qu'il y a une application comme ça. Et on peut poser la même question. Question 2. Donc cette application-là est-elle surjective? Et si oui, on peut demander est-ce que les courbes rationnelles suffisent? Bien, alors, là encore, si x n'est pas rationnellement connexe, c'est complètement faux. Alors, il y a encore plus de raisons que dans le cas sur les complexes. D'abord, il y a des raisons topologiques. Donc, je peux signaler. Donc, si x est non rationnellement connexe, faux.
Alors d'une part, il y a des raisons topologiques. On voit dans un exemple un peu stupide, c'est celui où x est une courbe. On prend x, une courbe avec x de R non connexe. Alors si x est une courbe, CH1 de x c'est juste z, il y a juste la classe de la courbe. Mais si x de R est non connexe, on va se retrouver à droite avec plusieurs copies de z sur 2z. Donc ça, bien sûr, ça ne peut pas être surjectif. Les classes algébriques, on rencontre autant de fois chaque composante connexe. Donc ça, c'est une obstruction topologique. Il se trouve, on peut démontrer que pour les variétés rationnellement connexes, ce genre d'obstruction topologique disparaît. Donc on peut quand même poser la question. Ensuite, là encore, il y a une influence de la théorie de Hodge, même si ce n'est pas une évidence, puisque les coefficients sont z sur 2z. Mais si vous y réfléchissez, on peut prendre x dans P3, une quartique, une surface quartique. Donc ça fera une surface K3. Si on la prend très générale, de nouveau, donc si on la prend, donc pour une surface, ça c'est le groupe de Picard. Si on la prend très générale, ce sera juste z ici, engendré par une section hyperplane. Mais il se peut que x de R ait de l'homologie de dimension plus grande que 1. Donc par exemple, quartique avec x de R, un tor, et pic x égale z. Donc la théorie de Hodge vous dit que quand x est très général, on a pic x égale z. Donc ça joue un rôle. Mais là encore, pour une variété rationnellement connexe, la théorie d'Hodge s'évanouit. Et on peut espérer que la question admette une réponse positive en général. En fait, c'est quelque chose qu'on a discuté dans un précédent travail. C'est relié à une version entière de la conjecture de Hodge pour les variétés sur les réels. Donc, bon, on a étudié ça dans un cadre un peu plus général. On espère que la réponse est oui. Voilà, alors ça, c'est deux questions sur les courbes rationnelles. Maintenant, passons au point rationnel. Alors, le cas que tout le monde connaît ici, c'est le cas d'un corps de nombre. Alors, je vais juste rappeler la question principale, question 3. Donc, qui est due à Colliot-Helen. Donc, dans ce cas, on se demande, on a l'obstruction de Brouwer-Malin qui contrôle les points rationnels, qui contraint les points rationnels, on se demande si ça les contrôle. L'ensemble x de q, enfin, ou f, disons, x de f, est-il dense dans l'ensemble de Brouwer-Malin, x de AF Brouwer x. Comme chacun sait, c'est une question qui est largement ouverte. Et comme chacun sait, si x n'est pas rationnellement connexe, c'est souvent complètement faux. Voilà. Alors, sur cette question, je voudrais quand même signaler deux méthodes générales. Donc, qui ont été développées depuis quelques temps. Donc il y a une méthode qui est la méthode de descente. C'est la chose suivante. On fixe un ouvert dense de x, x0. Et on fixe un torseur sur x0 sous un groupe G. Y0 vers x0, un G torseur. Où G, c'est un groupe linéaire sur F. Et donc, l'espoir général de la théorie de la descente, c'est que si on connaît la conjecture, si on connaît une réponse positive à la question pour y0 et pour tous les tordus par un torseur sur spec F, alors on peut la déduire sur x0. Espoir oui à la question 3 pour y0 et tous les tordus de y0 par un G torseur sur spec F.
implique, oui, pour x. Donc, excusez-moi, en fait, la question, c'est pour une variété propre. Donc, mettons, pour des compactifications lisses de... Excusez-moi. Pour... des compactifications lisses de y0 et de tous les tordus de y0 par un G torseur sur spec f. Donc, alors oui, pour x. Voilà. Alors, c'est un espoir qu'on ne sait pas faire absolument en général, mais on connaît... Donc, je vais là-haut, pardon. On le connaît dans pas mal de cas, notamment, c'est le résultat de travaux de beaucoup trop de gens pour que j'écrive, mais Kolyotelen, Sansuk, Harari, Skorbogatov, Harpaz et moi-même, Yang Sao, donnent une réponse positive lorsque le groupe G est connexe. Donc OK, si G est connexe. Ça, c'est une méthode. Et une autre méthode, c'est la méthode des fibrations. Qui dit la chose suivante. Maintenant, X est en haut. On regarde X vers Y. Un morphisme dominant. La fibre générique et géométrique rationnellement connexe. Et on demande, maintenant on suppose qu'on a une réponse positive à la question pour Y et pour les fibres. Est-ce qu'on obtient une réponse positive pour X? Ça c'est l'espoir. Oui, à Q3 pour Y et pour donc, les fibres, mettons au-dessus d'un ouvert dense. Donc la fibre XY pour Y dans Y0 de F. Y0 un ouvert dense. Alors, est-ce qu'on a... oui, pour X. Voilà, alors, bon, de nouveau, dans cette généralité, c'est complètement ouvert. Il y a pas mal de résultats dus à notamment Kolyotelen, Sansuk, Swinnerton-Dyer, Skorbogatov, Harari, Harpaz et moi-même, dans certains cas où la base est P1. Donc, OK. Parfois, quand la base est P1. Voilà, alors, bon, c'est tout ce que je veux dire sur les corps de nombres. Et c'est quoi le corps K dans ce cas? Ah, je suis désolé, c'est F. Merci. Bon, alors, situation suivante, qui est intéressante, c'est celle d'un corps de fonction, donc ça va être le sujet de l'exposé. Alors, d'abord, ce qui est classique, c'est de regarder les corps de fonction sur les complexes. Donc, corps de fonction en une variable, corps de fonction d'une courbe. Alors, dans ce cas, on peut encore regarder ce qui se passe quand on compare les choses globales et les choses locales. Il y a des places de F correspondant au point fermé de B. Donc, le complété de F en une place V, ça va être isomorphe à C, double parenthèse T. Donc, on a des tas de complétés comme ça, et on peut essayer de poser une question analogue. Et c'est la question 4, qui était soulevée par Hassett et Tschinkel. Est-ce que, donc c'est pareil que là-haut, est-ce que X de F est dense
donc je peux parler des points adéliques, ça va être x est propre, c'est le produit des x des points locaux. Donc x de AF. Et cette fois-ci, la question s'arrête là. Il n'y a pas de groupe de Brouwer. En fait, il se trouve que dans cette situation, il n'y a pas d'obstruction cohomologique. Aucune obstruction cohomologique. Bon, ce qui se passe, c'est que le corps F est de dimension cohomologique 1. Donc déjà, le groupe de Brouwer qui vit dans le H2 ne peut pas jouer un rôle. Il pourrait y avoir quelque chose avec du H1, mais comme X est simplement connexe, ça n'existe pas. Voilà, donc pour cette raison, on peut vraiment poser la question de l'approximation faible. Et alors, c'est une question difficile, c'est connu dans certains cas. Donc d'abord, Asset et Chickle ont démontré que la réponse est oui si on se limite aux places de bonne réduction. Donc oui aux places de bonne réduction. Donc Asset et Chickle. Un autre résultat intéressant, c'est le cas des surfaces cubiques, et plus généralement des hypersurfaces cubiques. Oui, si X dans Pn est une hypersurface cubique, donc y compris aux places de mauvaise réduction, c'est un théorème de Xiu-Tian. Et enfin, un autre cas intéressant à noter, c'est pour les espaces homogènes de groupes linéaires. Oui, donc disons pour les compactifications lisses. D'espaces homogènes de groupes linéaires connexes. Et ça, donc, c'est dû à Colliot-Hellen et Gilles. Donc, le principe... Alors, Asset et Chickle travaillent avec des déformations de courbes rationnelles. La preuve aussi, dans le cas des hypersurfaces cubiques par Xiu-Tian, est complètement géométrique. Là, c'est des principes qui ressemblent à ceux des corps de nombres. En fait, on a deux méthodes, la méthode de descente et la méthode de fibration, qui existent dans ce cadre. Alors, la situation est énormément facilitée sur ce corps par rapport au corps de nombres, pour deux raisons. Donc, d'abord, il n'y a pas d'obstruction cohomologique, comme j'ai dit. Donc, on essaye seulement de démontrer l'approximation faible. Il n'y a pas besoin d'essayer de fabriquer des points dans des ensembles de Brouwer-Mannin. Donc, ça simplifie énormément les choses. Et une autre raison, c'est que toutes les variétés qu'on regarde ici ont automatiquement un point rationnel. D'après le théorème de Graeber, Harris et Starr, les variétés racement connexes sur ce corps ont un point rationnel. Et ça encore, ça simplifie énormément les choses quand on essaye de faire la méthode des fibrations. Donc en fait, pour cette raison, la méthode des fibrations dans ce cadre est même une trivialité. Et Colliot-Hellen et Gilles, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils démontrent la descente dans ce cadre. Et alors, pour des raisons de dimension cohomologique, la descente elle-même est une trivialité quand le groupe est connexe. Donc, il y a un petit travail à faire pour un groupe fini, c'est ça qui est là-dedans. Voilà, alors, bien sûr, il s'agit de géométrie, donc il faut quand même que j'explique l'interprétation géométrique. Donc, interprétation géométrique. On a une variété sur le corps des fonctions d'une courbe. On peut l'étendre en un modèle, disons x rond sur B. Donc un modèle, disons propre, plat, régulier.
C'est-à-dire que la fibre générique, c'est le x de départ. Et alors, donc la question 4 en ces termes, est la suivante. Donc, vraiment équivalente à la question 4. On fixe des points de la base. Donc ça, c'est mon x. Ça, c'est la base. Je fixe des points BI. B1, BM dans B de C. Et je fixe des sections locales formelles au voisinage des BI. Donc SI, une section de X donc sur l'anneau local complété. OB, BI, chapeau. Donc il faut imaginer vraiment, on fixe un point dans la fibre au-dessus et puis une petite section formelle au-dessus de chaque BI. Et la question, c'est est-ce qu'on peut trouver une section algébrique de toute la famille qui coïncide avec ces sections formelles à un ordre fixé. Donc on fixe un entier n, et la question c'est existe-t-il une section petit s dans x de b telle que S coïncide avec SI, disons modulo l'idéal maximal puissance n. BI puissance n pour tout i. Donc on cherche une section ici qui interpole, qui passe par les points et qui a des tangentes qui coïncident, etc. Toutes les dérivées jusqu'à l'ordre n avec ce que j'ai fixé. Voilà, donc ça c'est le point de vue géométrique. Alors je devrais signaler que le cas constant de cet énoncé, où on prend vraiment une variété complexe croix B, est déjà intéressant. En fait, il était connu avant, c'était dû à Kolar, Miyaoka et Mori, et ça signifie exactement que si on prend une variété rationnellement connexe, on prend un nombre fini de points, et puis des développements de Taylor à ordre fini, on peut trouver une courbe rationnelle qui passe par ces points. Voilà. Ce n'est pas une évidence, à partir de la définition de variété rationnellement connexe, qui est juste que deux points généraux peuvent être liés. Bon. Voilà, alors... Donc ce cas constant était connu, et c'est un énoncé très intéressant, mais je note quand même qu'il ne dit rien sur la question 1 de Voisin, sur l'homologie de x. Voilà, alors, le contexte qui va nous intéresser, ça va être le cas des corps de fonction, mais sur une courbe réelle f égale R de B. Alors, donc B est une courbe sur les réels. Maintenant, on a encore des places. Les points de B, les points fermés de B donnent des complétés qui sont maintenant isomorphes soit à R double parenthèse T pour les points réels, soit à C double parenthèse T pour les points complexes. Ça fait deux types de complétés. Et alors, il y a une question analogue, question 5. Soulevé par Collier-Telen, qui est, bon, je recommence, x de f est-il dense dans, alors x de AF, en fait ça suffit pas. Maintenant, de nouveau, il y a quelque chose qui apparaît, comme l'obstruction de Rormannin. J'écris rec pour réciprocité. Donc c'est l'obstruction de réciprocité qui est analogue à l'obstruction de Rormannin, définie dans ce contexte par Collier-Telen, qui est une obstruction cohomologique, c'est la seule obstruction cohomologique. Et donc on se demande si les points rationnels sont denses dans les points adéliques découpés par cette obstruction. Alors je ne vais pas définir l'obstruction de réciprocité, mais je vais expliquer son interprétation géométrique qui a été donnée par Ducrot. Donc Ducrot a montré que cette question est équivalente à la suivante en termes géométriques comme ici. Je prends un modèle x sur b. Donc question 5 est équivalente à question 5', qui est en fait la même chose que la question 4, mais avec un petit détail en plus. Donc comme la question 4,
Mais en fait, donc, si on réfléchit 2 secondes, on voit tout de suite que la question 4 ne peut pas admettre une réponse positive. Il y a des obstructions topologiques qui sont créées par les points réels. Donc imaginons, maintenant on est sur les réels. Ça c'est X, ça c'est B. Et je vais essayer de dessiner le lieu des points réels. Donc imaginons qu'en bas, B ce soit P1 par exemple, donc les points réels sont connexes. Et imaginons qu'en haut, je sais pas, j'ai 2 composantes connexes comme ça, une là, une là. Ça c'est des points réels. Et je prends un B1 ici, avec une petite section qui passe par là, formelle, et un B2 ici, avec une section formelle qui passe par là. Et pour des raisons topologiques évidentes, je ne pourrai jamais trouver une section qui va les relier. Puisque, encore une fois, les points réels de la base, je les suppose connexes, donc ça permettrait de relier à travers les points réels ces 2 points qui sont dans 2 composantes connexes distinctes. Voilà. Ce que la question suggère, c'est que ça, c'est la seule obstruction. Donc, comme question 4, mais on suppose que les points que j'essaye d'interpoler, pour les BI qui sont des points réels, parce que bien sûr, ceux qui sont complexes, on s'en fiche. Donc, on suppose que les SI de BI, pour les BI réels, peuvent être interpolés par une section C infini. Donc, son contenu est dans une section C infini du lieu réel. Donc de pi de R qui va de x de R vers B de R. Voilà, alors on met cette contrainte topologique, on espère que la réponse est positive. Et alors, c'est une question générale, certains cas sont connus. Donc, ce qui est connu. Alors, d'abord, oui à cette question. Si X est une compactification lisse d'un espace homogène d'un groupe linéaire, sous l'hypothèse que les stabilisateurs sont connexes, espace homogène d'un groupe linéaire un stabilisateur connexe. Ça, c'est un théorème de Scheidauer, qui avait été démontré pour les groupes par Colliot-Helen. Et puis d'autres cas qui sont connus, c'est celui des surfaces qui sont fibrées en conique sur P1. Donc ça, c'était dû à Ducrot. Et puis, plus généralement, ça a été généralisé par Ambrouche Palm et André Szabó, qui en fait établit une méthode des fibrations, comme je l'ai énoncé, pour cette propriété lorsque la base est P1. Fibration. OK. Si base P1. Voilà, donc ça recouvre en particulier les surfaces fibrées en conique sur P1, qui avaient été vérifiées par Ducrot. En fait, Ducrot s'y était pris en appliquant une descente, mais une descente partielle qui ignorait l'obstruction de réciprocité. Voilà, et une autre chose intéressante, c'est le cas constant. C'est-à-dire x égale b croix une variété réelle, x0. Alors là, c'est pas du tout une évidence. En fait, c'est un théorème de Collar qui dit donc la chose suivante. On prend une variété rationnellement connexe définie sur les réels. On prend un nombre fini de points et on veut les relier par
un unique P1 défini sur R. Et bien sûr, il y a une condition topologique, celle-là, qui signifie que les points sont situés sur la même composante connexe de la variété. Voilà. Et alors, à nouveau, Collar construit des courbes passant par des points fixés, mais ça ne dit rien sur la question 2. Ne dit rien sur la question 2 pour x0. Les courbes, on sait seulement qu'elles passent par des points, ça ne contrôle pas la classe d'homologie, et si on suit la preuve, en fait, on constate que les courbes produites par Collar sont toutes de classe de Borel-Heffliger nulle. Voilà, alors, ça c'est les questions que je voulais poser, et maintenant je vais commencer à apporter quelques réponses. Alors, je vais d'abord énoncer un théorème concernant la question 2. Théorème A. Eh bien, c'est pour les hypersurfaces cubiques. X dans Pn sur R. Une hypersurface cubique réelle, lisse. En n au moins 3. Alors, la question 2 admet une réponse positive. Autrement dit, les classes d'homologie du lieu réel sont toutes algébriques, et même plus précisément, H1 de XRZ sur 2Z est engendré par les classes des courbes, des droites, classes des droites contenues dans X. Les droites, donc en particulier, c'est des courbes rationnelles. Ça donne une réponse complète à la question 2. Alors le théorème B, aussi une réponse à la question 2. Donc c'est la même chose si X est birationnellement équivalente à un espace homogène d'un groupe linéaire connexe. Donc X sur R, X, disons, contient un ouvert qui est un espace homogène d'un groupe linéaire sur R. Alors, H1 de X de R, Z sur 2Z, est engendré par les classes des courbes rationnelles. Et en fait, dans ce cas, on a même quelque chose qui est beaucoup mieux que ça. Donc, mieux. Ce que j'affirme, c'est que on peut non seulement contrôler les classes d'homologie, mais même on peut contrôler les lacets comme sous-variété C infini de X de R. À savoir, on peut regarder les applications de P1 de R, donc le cercle vers X de R, qui sont algébriques, c'est-à-dire provenant d'un morphisme de variété de P1 vers X. Donc on voit ça à l'intérieur des applications C infini. Et l'énoncé, c'est que c'est dense. Par exemple, pour la topologie compacte ouverte. Elle est dense. Pour la topologie compacte ouverte. Donc concrètement, ce que ça signifie, c'est on prend un lacet, donc c'est un lacet dans la variété, donc une application C infinie du cercle dans les points réels. Alors, je peux choisir un petit voisinage pour la topologie euclidienne et trouver une courbe algébrique dont le lieu réel est contenu dans ce petit voisinage. C'est un énoncé extrêmement fort d'approximation,
qui bien sûr entraîne que, bien sûr, les deux classes vont avoir la même, les deux lacets vont avoir la même classe d'homologie. Et comme on peut toujours représenter les classes par des sommes de lacets, voilà, ça entraîne l'énoncé. Voilà, et puis théorème C. Ah. Théorème C, ça concerne l'approximation faible. Donc maintenant, on travaille plus sur les réels, mais sur le corps des fonctions d'une courbe réelle. Et l'énoncé, donc c'est les espaces homogènes de groupes linéaires connexes vérifient l'approximation faible. C'est-à-dire x de f est dense dans x de AF. Donc le point, comme j'ai dit, c'était connu quand les stabilisateurs sont connexes par Schneiderer. Le point, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse sur les stabilisateurs. Alors. Bien. Donc ça donne une réponse positive à la question 5 pour ces espaces homogènes. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'abord sur ces énoncés? Pas forcément, mais on peut se restreindre au plongement si on a envie. Si x est dimension au moins 3, ça ne va pas changer grand-chose. Quelconque. Bon, alors voilà, donc je vais essayer d'expliquer comment on fait pour démontrer ce genre de choses en étudiant les points rationnels. Donc comme j'ai suggéré, le cadre intéressant pour nous, ça va être le cadre des corps de fonctions sur les réels. Ce n'est pas tout à fait une évidence que pour démontrer les théorèmes A et B, on a besoin de passer par les corps de fonctions. Mais en fait, c'est vraiment le cas. Par exemple, pour le théorème B, on ne sait pas démontrer le théorème B en restant dans le monde des espaces homogènes sur R. Pour la preuve, on a absolument besoin de passer par des familles d'espaces homogènes au-dessus d'une courbe. Alors, ça m'amène à la définition de l'approximation fine. Alors, je vais d'abord essayer de motiver la définition. Donc, imaginons qu'on essaye de démontrer directement le théorème B ou le théorème A. C'est-à-dire on essaye de montrer que les classes d'homologie dans le lieu réel sont algébriques ou sont même représentées par des courbes rationnelles. Je suis désolé, on ne voit pas grand-chose. Donc, essayons d'appliquer les méthodes qu'on connaît pour les points rationnels à cette question. Donc, par exemple, essayons d'exploiter une fibration. Donc, imaginons, on a un morphisme. Donc, on a x et y qui sont des variétés réelles. On prend un morphisme f de x vers y. Et on imagine qu'on comprend bien y et mettons les fibres, et puis on essaye de comprendre x. Alors, prenons un lacet gamma. Donc une application C infinie du cercle vers x de R. Et supposons donc qu'on a le lacet en haut, on peut le pousser en bas par F. Supposons qu'en bas, on sache que ce soit une classe algébrique. Supposons que, donc c'est-à-dire f de R rond gamma. Donc ça, c'est une classe de Borel-Lefliger dans H1 de Y, et je suppose que c'est algébrique. H1 alg Y de R, Z sur 2Z. Donc, alg, ça veut dire dans l'image de l'application de Borel-Lefliger, représenté par un cycle algébrique sur Y. Alors, voici une stratégie pour déduire la même chose sur X. Stratégie, disons, naïve. Pour déduire
que la classe de gamma dans le H1 de X est algébrique. Si, en fait, c'est une stratégie qui s'applique à tous les problèmes. Ouais. Ouais. Mais pour l'instant, je suppose qu'on est intéressé par l'homologie, mais pas par l'approximation. Donc, voilà la stratégie. Alors, d'abord, donc on a un lacet en haut, on le pousse en bas, on a envie qu'il soit encore plongé, on n'a pas envie qu'il soit d'un certain degré fini sur son image. Bon, il y a une astuce pour ça. Remplacer XY par X prend un espace projectif, P2, Y prend un espace projectif, on plonge le lacet dans P2, et comme ça on peut supposer, on suppose donc, que le lacet se plonge sur la base. On suppose que f de R rond gamma est un plongement. Bon. Deuxième étape, bon, ça c'est facile, ça pose pas de problème. Deuxième étape, on va approcher, donc en bas on a un lacet, on va l'approcher par une courbe algébrique. Approcher le lacet f de R rond gamma par une courbe algébrique, c'est-à-dire un morphisme, disons h de R, où h c'est un morphisme d'une courbe B, une occlusion de B dans Y, et on a fixé donc B de R, un difféomorphisme avec le cercle. Par exemple, si on cherche des courbes rationnelles, on va prendre pour B une courbe rationnelle, si on peut. Bon, alors on fait ça, et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est on a cette courbe algébrique en bas, on regarde au-dessus l'image réciproque de cette courbe algébrique, et on essaye de bouger un peu gamma pour qu'il soit au-dessus de ce H de R. Donc approcher gamma par un gamma prime qui relève H de R. Alors maintenant, quelle est la situation? Donc on a une courbe algébrique en bas, et au-dessus, on a un lacet qui est exactement au-dessus de la courbe algébrique, et qui se plonge en bas. Ça veut dire que c'est une section C infinie de ce qu'on obtient de la restriction au-dessus de la courbe. Donc gamma prime est une section C infinie donc la restriction au-dessus de la courbe, c'est-à-dire on a X croix B au-dessus de B de R. Là, j'ai juste restreint au-dessus de la courbe, et donc j'ai une section infinie. Section infinie. Et donc la dernière étape, c'est montrer que cette section gamma prime est dans le H1 algébrique, sa classe d'homogénéité algébrique, pas sur tout X, mais juste là-dessus. Montrer que gamma prime est dans le H1 alg précisément de cet espace-là. De cet espace-là. Bon, excusez-moi, j'efface ça. À valeur dans Z sur 2Z. Voilà. On s'est restreint au-dessus de la courbe. Si là c'est algébrique, alors en particulier, c'est algébrique sur X tout entier. Puis gamma prime est trop proche de gamma, ça dit que gamma est algébrique, et on a terminé. Bien, alors cette stratégie naïve, bien sûr, elle est trop naïve, elle ne fonctionne pas telle quelle, mais elle nous indique plusieurs choses. Donc la première chose, c'est j'ai supposé que je pouvais approcher en bas la courbe, le lacet par une courbe, et ça c'est absolument crucial. Il ne suffit pas de contrôler la classe d'homologie du lacet, il faut vraiment l'approcher au sens de la topologie compacte ouverte, parce que sinon il n'y a aucun espoir qu'on puisse relever
qu'on puisse faire l'étape C. Si je prends le lacet, que je l'envoie en bas et que je trouve une courbe qui a la même classe d'homologie mais qui est loin du lacet, peut-être qu'il n'y a pas de point réel au-dessus. Donc C entraîne nécessité d'incorporer une condition d'approximation compacte ouverte et pas seulement la classe d'homologie. À la condition qui nous intéresse. Une autre chose qu'on déduit de ça, c'est que si on pense par exemple au cas où on est en train de regarder juste un éclatement, on a un lacet en haut qui passe par le diviseur exceptionnel, on le pousse en bas, il se peut qu'en le déformant un peu, il ne rencontre plus le lieu qu'on a éclaté. Il n'y a aucune chance qu'on puisse le relever en quelque chose proche du lacet de départ. Dans cette situation, il est important que le lacet en bas continue à passer par le même point qu'on a éclaté, et ça indique la nécessité d'imposer des conditions d'approximation faible. Donc approximation compacte ouverte et approximation faible. Donc il faut penser à un éclatement. Voilà, et la troisième chose, c'est qu'on voit que même si on est intéressé par des variétés constantes, la seule chose qu'on puisse espérer pour une méthode des fibrations, c'est supposer que ça marche pour la base, et non pas pour les fibres, mais pour les images réciproques de toutes les courbes en bas. Et donc on se retrouve nécessairement à regarder des familles au-dessus d'une courbe, qui sont a priori quelconques. Donc nécessité de travailler en famille. En famille sur B. Donc ça, disons, c'est le point D. Voilà. Alors ces trois choses motivent la définition de l'approximation fine que je peux maintenant donner. Donc je prends X, une variété lisse. Donc je suis obligé de travailler en famille, donc je ne travaille pas sur R mais sur le corps des fonctions F. Et alors je dis qu'elle vérifie, donc B est une courbe projective lisse irréductible. Et je dis que X vérifie l'approximation fine. Si on a la chose suivante, donc ça va être exprimé en termes d'un modèle, alors la condition que je vais donner ne dépend pas du modèle, bon, il faut le vérifier. S'il existe, ou si pour tout, peu importe, modèle X rond sur B, donc là je suppose que le modèle est propre, même si X ne l'est pas. Donc propre, plat, régulier. Donc là modèle, ça veut dire que X est sur le corps des fonctions est birationnel à mon X de départ. Donc si pour tout tel modèle, ou s'il existe un modèle, vérifions la propriété suivante. Il y a besoin de l'approximation faible, donc je vais mettre l'approximation faible, comme j'ai expliqué avant. Et comme on a vu, on a besoin de faire de l'approximation C infini, compacte ouverte. Et on va donc regarder des sections C infini, et on va demander si on peut les approcher au sens de la topologie compacte ouverte. Donc j'écris ça en un instant. Donc la condition, c'est pour tout point B1, BM dans B de R, et pour toute section sigma de B de R dans X de R, section C infini, il existe une section algébrique S qui, donc, d'une part, oui, et puis je fixe un entier pour l'ordre d'approximation.
donc tel que S de R soit proche de sigma, au sens de la topologie compacte ouverte, ou même en fait, pour la topologie c'est infini. On contrôle aussi les dérivés. Et coïncide avec sigma modulo pour les NG. Donc sigma et S coïncide modulo l'idéal maximal de B en BI puissance n pour tout i. Donc je refais un dessin. Maintenant, j'ai une section c'est infini, et j'ai des points en bas. Et donc je cherche une section algébrique, en fait, qui est très proche, et qui passe par ces points avec des tangentes fixées, etc. Comme ça. Voilà. Alors, en fait, bon, dans l'approximation faible, il y avait aussi une condition au point non réel. Bon, je peux aussi l'ajouter, en fait, plus approximation faible en des points non réels, exprimés comme avant. Voilà, donc ça, c'est l'approximation fine. Donc, bon, il faut vérifier que ça ne dépend pas du modèle, c'est un petit travail. Une autre remarque, c'est que... non, excuse-moi, je vais tout... Donc, bon, ça, c'est l'approximation fine. Donc, c'est une propriété des points rationnels des variétés sur R parenthèse B. Et la première chose qu'il faut voir, c'est que c'est vrai pour l'espace projectif. Ça, c'est dû à Bochnak et Couchartz. L'ingrédient essentiel, c'est le théorème de Stone-Weierstrass qui permet d'approcher des choses dans l'espace affine. Il faut travailler un petit peu plus pour l'espace projectif. Et donc c'est un invariant birationnel, donc c'est vrai pour les variétés rationnelles sur F. On en déduit facilement des choses comme par exemple c'est vrai pour les quadriques. Et on amène la question 6. Est-ce que c'est vrai pour tout x rationnellement connexe ? Alors, ça, c'est pas bon. Bon. Donc, c'est une question extrêmement ambitieuse, ça impliquerait énormément de choses, ça implique par exemple la conjecture de Lang que le corps des fonctions d'une courbe réelle sans point réel est C1. Ça implique une réponse positive à la question 5, bien sûr. Ça implique que dans le cas constant déjà, c'est extrêmement fort, ça implique que sur une variété rationnellement connexe, dans le lieu réel, si j'ai un lacet, je peux toujours l'approcher par une courbe rationnelle, etc. Bon, mais ce qu'on démontre à ce sujet, c'est la chose suivante. Donc, théorème D. Ben, on démontre que c'est vrai pour les espaces homogènes. Donc, les espaces homogènes... Donc cette fois-ci en famille, donc les familles d'espaces homogènes, c'est-à-dire des espaces homogènes sur F, de groupes linéaires connexes sur F. Vérifie l'approximation fine. C'est ça qu'on démontre vraiment, et ça implique de façon évidente le théorème B. Et en fait, ça implique aussi le théorème C. La seule chose, c'est qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas d'obsession de réciprocité pour un espace homogène sur L, mais ça c'était démontré par Scheiderer. Voilà, et alors même le cas d'un espace homogène constant, même le cas d'un groupe linéaire constant, à notre connaissance c'est nouveau, on prend un groupe linéaire sur R, on prend un lacet dans le lieu réel, alors on peut trouver un P1 qui approche, au sens de la topologie compacte ouverte, le lacet.
donc il y a une question ouverte, est-ce que ces groupes sont toujours rationnels sur R? Si c'était le cas, ce serait facile, mais on ne sait pas si c'est le cas. Voilà, et alors la méthode, eh bien, c'est qu'en fait, on démontre un théorème de descente et un théorème de fibration qui marchent en toute généralité, comme je les ai énoncés pour le cas des points rationnels, pour des corps de nombre. Donc, descente et fibration fonctionnent en toute généralité. C'est vraiment comme je les ai énoncés. C'est-à-dire pour la fibration, on a une famille de variétés sur F. La base et les fibres au-dessus des points rationnels d'un ouvert dense vérifient l'approximation fine, alors l'espace total aussi, et que la base soit P1 ou n'importe quoi. Et puis pour la descente, donc c'est la descente sous un groupe linéaire quelconque. Une fois qu'on a la descente à la fibration, c'est les méthodes complètement standards qui permettent d'obtenir le cas des espaces homogènes. On commence par vérifier le cas des tors en faisant une descente pour se ramener aux tors quasi triviaux. Ensuite, on obtient le cas des groupes réductifs. Ensuite, par descente, on a les espaces homogènes qui ont un point rationnel. Et puis enfin, Scheiderer avait démontré le principe de SE, donc il y a besoin seulement de traiter les espaces homogènes qui ont un point rationnel. Donc tout le travail, c'est pour montrer descente et fibration, et je vais juste indiquer deux ingrédients qui jouent un rôle. Donc en fait, pour la descente, essentiellement le cas d'un groupe connexe résulte plus ou moins de ce qu'avait fait Scheiderer. Donc ça repose sur Scheiderer, disons pour les groupes connexes, pour la réduction aux groupes connexes. Et puis pour les groupes finis, il y a un petit travail, comme dans l'article de Collet-Hélène et Gilles. Et puis pour le théorème de fibration, il y a un énoncé géométrique amusant qu'on a besoin de démontrer pour relever les sections C infini. Et ça repose en fait sur le théorème de toroïdalisation faible. Sur les corps non algébriquement clos, donc c'est Abramovich, Deneuve et Carroux. Donc c'est un théorème qui indique quelle est la structure locale des morphismes de variété lisse après modification. Donc ici tout est invariant par équivalence birationnelle. Donc grâce à ça, on arrive ensuite à travailler juste sur des variétés toriques pour démontrer ce dont on a besoin. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci de votre attention. Thank you very much. Are there any questions? Question super naïve. Si on veut juste voir que s'il y a une section C infini, il y a une section algébrique, sans se préoccuper d'après, c'est évident ça ou c'est pas, non, c'est déjà pas évident. Justement, ça fait partie des grandes questions ouvertes. Ça, c'est beaucoup plus fort, bien sûr. Ouais. Déjà, ça, c'est une grande question complètement ouverte. Okay. Oui. Any other question? Dans le point C. Oui. Dans le point C, on n'a pas besoin de prendre la courbe B qui soit une courbe rationnelle. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Si ce qu'on veut, au final, c'est construire des courbes rationnelles, si bien sûr on veut une courbe B qui soit rationnelle. Oui, parce que si on veut se ramener à des variétés rationnellement connexes, ça serait mieux que la base B soit une courbe rationnelle. C'est ça, mais il y a des situations où on veut faire cette stratégie pour des B qui ne sont pas rationnelles. En fait, donc j'en ai pas parlé, mais pour les hypersurfaces cubiques, on ne démontre pas l'approximation fine. On démontre une sorte de version pour les zéro cycles de l'approximation fine. Et à cause de ça, on est obligé de passer à des revêtements de P1. Et c'est pour ça qu'il y a des B qui apparaissent. C'est la même stratégie, mais un tout petit peu différent. Et j'ai une seconde question, c'était ce que vous avez fait avec Harpaz. Il y avait des réductions avec des P-silos, des choses comme ça. Ça apparaît ici aussi ou pas? Non, en fait, vraiment avec la descente et fibration, une fois qu'on a les énoncés, ça marche comme sur C parenthèse T, directement. En fait, c'est Scheiderer qui avait fait tout le travail dans son article. Any other question?
Thank you very much again.